Nouvelles attaques au couteau, toujours dans le secteur de Hebron en Cisjordanie. Un garde-frontière légèrement blessé. Les 2 terroristes palestiniens ont été abattus. Entretien en tête-à-tête ce soir pour Kerry et Zarif à Vienne. Il s'agit de préparer le sommet international sur la Syrie prévu demain dans la capitale autrichienne. Et puis cette nouvelle révolution culturelle en Chine, le gouvernement arrête la politique de l'enfant unique par couple et autorise un 2e enfant. Explication sur ce changement démographique et ses conséquences. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir, c'est un scénario désormais répétitif. Autour de Hebron en Cisjordanie, 2 nouvelles attaques au couteau recensées aujourd'hui. Un garde-frontière israélien a été légèrement blessé dans la première, mais dans les 2 cas, les terroristes âgés d'une vingtaine d'années ont été abattus par les soldats. L'armée israélienne pourrait même mettre en place dans les jours qui viennent des mesures de séparation des populations israéliennes et palestiniennes qui fréquentent ce secteur du Gush Etzion, où ont eu lieu de nombreuses attaques et le nombre ne baisse pas actuellement, c'est ce que constate l'armée israélienne. Sur le plan diplomatique maintenant, les États-Unis réaffirment aujourd'hui la nécessité d'aboutir à une solution à 2 États, seule possible pour mettre fin à l'actuelle vague de violence selon eux. Cyril Amar. 2 États pour 2 peuples, seule issue possible au conflit israélo-palestinien. C'est ce qu'a affirmé mercredi le chef de la diplomatie américaine John Kerry, avant de s'envoler pour Vienne, où se tiendront ce week-end des pourparlers internationaux sur la Syrie. Une solution à 2 États avec de fortes garanties sécuritaires demeure la seule alternative viable. Et tous ceux qui pensent autrement sont invités à imaginer ce que serait un État binational au regard des incidents de ces dernières semaines. Dans son traditionnel discours sur la politique étrangère américaine au Moyen-Orient, devant le centre d'études Carnegie à Washington, John Kerry a appelé dirigeants israéliens et palestiniens à faire preuve de créativité pour dépasser la rhétorique. Il est absolument vital pour Israël de soutenir les dirigeants palestiniens afin d'améliorer les opportunités économiques et la qualité de vie de leur peuple. Et il est tout aussi important que les leaders palestiniens mettent fin à l'incitation à la violence et qu'ils offrent plus que de la rhétorique. Qu'ils proposent des solutions qui puissent contribuer de manière significative à améliorer la vie des Palestiniens et à réduire les violences. Des leaders fermes et créatifs dans les 2 camps, voilà ce qui est absolument essentiel. Mais la relance du processus de paix n'est toujours pas à l'ordre du jour de la diplomatie américaine. Dans ce grand vide diplomatique, la Nouvelle-Zélande s'apprête à présenter au Conseil de sécurité un projet de résolution, un texte qui prévoit le gel des constructions israéliennes en Cisjordanie, en contrepartie de l'abandon des poursuites judiciaires palestiniennes à La Haye. Une initiative à laquelle l'État hébreu vient d'opposer une fin de non-recevoir. Alors justement, Dror Even-Sapir, bonsoir, analyste politique. Ce rejet par les Israéliens de cette résolution néo-zélandaise, c'était attendu ? Oui, c'était attendu. Alors, on a eu des échos un petit peu contradictoires parce qu'on semblait lire à une certaine presse en Israël, il semblerait que les Israéliens étaient prêts à accepter une partie, en tout cas, de l'esprit de cette résolution néo-zélandaise. Il n'en est rien. L'ambassadeur néo-zélandais en Israël a été convoqué. Il a été reçu par le directeur de conseiller de la sécurité nationale auprès de Benjamin Netanyahou, M. Yossi Cohen, qui lui a signifié le mécontentement d'Israël face aux démarches, face à l'activisme diplomatique néo-zélandais. Et ce rejet israélien n'est pas surprenant étant donné que l'initiative néo-zélandaise impliquait un gel tout à fait assumé et annoncé des constructions dans les implantations. Un gel des constructions dans les implantations israéliennes pour Benjamin Netanyahou, ça signifierait presque automatiquement la fin de sa majorité politique à la Knesset, puisque l'aile droite de sa coalition ne veut pas entendre parler de ce genre de mesures. Alors il y a en même temps donc cette mise en garde de Kerry, on vient de l'entendre, qui ressemble à un énième ou peut-être dernier avertissement d'ailleurs. Alors il y a 2 aspects de cette mise en garde du secrétaire d'État américain. Le premier, il est assez modeste en quelque sorte. John Kerry qui demande aux leaders palestiniens de renoncer
à l'incitation à la violence anti-israélienne et qui demande aux leaders israéliens de renforcer le leadership palestinien précisément et de tout faire pour améliorer les conditions de vie quotidiennes des Palestiniens et les opportunités économiques des Palestiniens. Donc pas d'appel à un retour immédiat à la table des négociations, pas d'appel à ce qu'une solution politique soit trouvée pour le conflit. Par contre, Kerry qui réaffirme bien évidemment les fondamentaux de la politique étrangère américaine, l'attachement à l'idée des 2 États pour les 2 peuples, et avec un petit son de cloche qui rappelle celui c'est intéressant, de certains éditorialistes israéliens, notamment dans les pages du Haaretz, qui ont écrit ces derniers temps que la situation actuelle, les violences actuelles, étaient l'illustration de ce que pourrait être une situation où un seul État serait établi entre la Méditerranée et le Jourdain, un État unitaire en quelque sorte où Juifs, Israéliens et Palestiniens vivraient ensemble, mais avec des violences quotidiennes à l'image de celles que l'on vit ces dernières semaines en Israël. John Kerry donc qui met en garde, attention, ce qui se passe maintenant, c'est l'illustration de ce qui pourrait se passer si vous, Israéliens et Palestiniens, abandonnez l'idée des 2 États au profit de l'idée d'un seul État. Alors, que penser justement de l'attitude actuelle d'Israël et de Netanyahou ? Benjamin Netanyahou donc, qui rejette l'initiative néo-zélandaise, qui n'est pas surprenant et qui ne montre pas véritablement de signes d'empressement vis-à-vis d'un éventuel retour, d'une éventuelle reprise des pourparlers avec les Palestiniens. Pourquoi ? Parce que la situation sur le terrain a très nettement changé. Il ne s'agit plus de Jérusalem, mais des territoires de Cisjordanie, notamment autour de Hébron et du secteur de Gush Etzion. Donc, c'est assez éloigné en fait des grandes villes et des grandes concentrations de population en Israël. Donc l'Israélien moyen finalement ces derniers jours il a peut-être le sentiment que la vague de violence le touche moins, elle est moins meurtrière, moins de morts, moins de blessés graves, plus de blessés légers, davantage parmi des forces de sécurité. Donc la situation semble gérable et dans ces conditions on imagine mal que les Israéliens soient empressés à consentir à des compromis vis-à-vis des Palestiniens, même si dans l'establishment militaire israélien, on tire la sonnette d'alarme et un général israélien responsable des activités israéliennes dans les territoires de Cisjordanie a dit très ouvertement la chose suivante: sans initiative diplomatique dans l'axe israélo-palestinien, la vague de violence actuelle n'a aucune chance d'être éradiquée. Cette sortie a été très mal appréciée par Benjamin Netanyahou. Merci Dror Even-Sapir. Et d'ailleurs, depuis le début de cette vague d'attentats, vous vous souvenez sans doute de cette Arabe israélienne abattue à une station d'autobus à Afula, dans le nord, alors qu'elle tenait un couteau. Eh bien, l'enquête de police révèle aujourd'hui qu'elle avait en fait cherché à se suicider en raison de problèmes familiaux et qu'elle avait donc sciemment provoqué les policiers avec ce couteau. L'enquête a conclu qu'il n'y avait pas de caractère terroriste. Et dans ce climat tendu, la prise de position démarquée d'un prince saoudien. C'est dans une interview à un journal koweïtien. Il affirme qu'en cas de nouvelle intifada palestinienne, eh bien son pays, l'Arabie saoudite, devrait soutenir Israël en tant que démocratie, signe de l'actuelle refonte des alliances au Moyen-Orient. Cyril Amar. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Le célèbre adage s'appliquerait-il à ces déclarations prêtées par un journal koweïtien au prince saoudien Walid Ben Talal ? Selon le quotidien Al-Kabas, le prince héritier aurait affirmé qu'il soutiendrait Israël en cas de nouvelle intifada palestinienne, une sortie pro-israélienne plutôt rare dans la bouche d'un dirigeant arabe. Je me rangerai du côté de la nation juive et de ses aspirations démocratiques, dans le cas du déclenchement d'une intifada palestinienne, et j'userai de toute mon influence pour briser les tentatives arabes sinistres visant à condamner Tel Aviv, parce que je considère l'entente israélo-arabe et une future amitié comme nécessaire pour empêcher l'hégémonie dangereuse de l'Iran. Selon le milliardaire saoudien, petit-fils du fondateur de la dynastie des Saouds, le régime des Mollahs jouerait la carte palestinienne pour déstabiliser Riyad. L'ensemble du conflit au Moyen-Orient équivaut, de mon point de vue, à une question de vie ou de mort pour l'Arabie saoudite. Et je sais que les Iraniens cherchent à renverser le régime saoudien en jouant la carte palestinienne. Alliance de circonstances ou amitié durable. En 2013 déjà, les médias israéliens révélaient la tenue d'une réunion secrète en Jordanie entre les chefs des services secrets des 2 pays. Dans la foulée, le Sunday Times annonçait que Riyad était disposé à ouvrir son espace aérien aux avions de chasse israéliens pour mener des raids contre les installations nucléaires iraniennes.
En un mois, les frappes russes auraient fait plus de 600 morts en Syrie. C'est le bilan donné aujourd'hui par l'Observatoire syrien des droits de l'homme au moment où va se tenir à Vienne une rencontre internationale afin de trouver une issue politique à cette guerre qui ravage la Syrie depuis maintenant 4 ans. Maxime Pérez. C'était le 30 septembre dernier. Devant ses ministres, le président Vladimir Poutine officialisait l'engagement militaire russe aux côtés de Bachar el-Assad. Une offensive aérienne justifiée par la lutte contre le terrorisme et la volonté claire d'anéantir le groupe de l'État islamique. Mais un peu plus de 4 semaines plus tard, le bilan des frappes russes interpelle. La majorité des attaques aériennes ont visé les rebelles modérés et des groupes islamistes proches du front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Quant au bilan humain, sur les 600 morts recensés par les ONG locales, près d'un tiers sont des civils. Droit dans ses bottes, le président Poutine pointe au contraire un doigt accusateur en direction des Occidentaux. Il est toujours difficile de mener un double jeu. Dire qu'on lutte contre les terroristes et en même temps essayer de se servir d'une partie d'entre eux pour faire avancer ses pions au Proche-Orient et servir ses intérêts. En témoigne cette visite inattendue au Kremlin du dictateur syrien Bachar el-Assad. Moscou assume ses choix, et notamment celui d'assurer la survie de son allié. Conséquence, les opérations russes se concentrent autour des zones sous contrôle des forces du régime. 10 des 14 provinces du pays ont été bombardées par l'aviation russe. Rare exception, la région de Quneitra frontalière d'Israël. Mais pour combien de temps encore? Surpris par l'engagement russe sur le théâtre syrien, les États-Unis cherchent à ne pas rester sur la touche. Mais si leur coalition anti-Daesh paraît de plus en plus inopérante, Washington laisse entendre qu'il ne laissera pas la Russie agir à sa guise. Cela aura des conséquences pour la Russie elle-même qui craint des attaques et je m'attends à ce que dans les prochains jours, la Russie commence à subir des pertes en Syrie. Dans cette nouvelle guerre froide, la Russie fait étalage de tout son armement de pointe, à l'instar de ses missiles de croisière qui rappellent les grandes interventions américaines dans la région. Mais Moscou s'est aussi brouillé les cartes et va jusqu'à proposer son assistance militaire à l'opposition syrienne contre l'État islamique. Nous sommes prêts à coopérer avec l'opposition patriotique qui rejette les méthodes terroristes. L'idéologie terroriste, celle que l'on appelle l'armée syrienne libre. Sur le terrain, le rapport de force n'a pas encore basculé en faveur de l'armée d'Assad, dont les troupes peinent à progresser dans les zones rebelles. Mais l'offensive russe a eu pour mérite de stabiliser le front et de créer les conditions d'un règlement politique qui pourrait s'enclencher dès ce week-end à Vienne. Dans la capitale autrichienne, où se réuniront toutes les grandes puissances impliquées en Syrie, John Kerry et son homologue iranien Mohammad Zarif se retrouveront de nouveau face à face, un peu plus de 3 mois après la signature de l'accord sur le nucléaire. Un entretien bilatéral entre deux pays qui pourraient être les grands perdants de l'intervention russe en Syrie. Et alors qu'il se trouve à Moscou justement pour rencontrer Poutine, eh bien l'ex-président français Sarkozy a plaidé à la fois pour un rapprochement avec les Russes, mais sans qu'Assad ne soit maintenu au pouvoir à Damas. On l'écoute. Quelqu'un qui a sur la conscience la mort de 250 000 de ses compatriotes. 250 000. Ne peut pas représenter l'avenir de son pays. Je suis de ceux qui ont toujours dit que la Russie était incontournable pour trouver une issue à la crise syrienne. Voilà, et ce soir, donc, début des entretiens entre les Iraniens et les États-Unis en tête-à-tête à Vienne avant le sommet qui est prévu demain. Une nouvelle révolution culturelle en route en Chine. Pékin annonce aujourd'hui la fin de la règle de l'enfant unique par couple, léger assouplissement de la politique démographique puisque les Chinois pourront avoir un deuxième enfant. Léa Berdugo. Cette décision était réclamée par de nombreux démographes et économistes. Elle a finalement été adoptée pour répondre au vieillissement de la population. Il s'agit de la fin de la politique de l'enfant unique. Il y a 2 ans, un assouplissement avait déjà été permis par Pékin. Certains Chinois pouvaient avoir 2 enfants si l'un des parents était enfant unique. Cette règle est désormais généralisée pour l'ensemble de la population et elle fait des heureux. Je pense que c'est un changement vraiment positif parce que ce que les gens pensent de la Chine, c'est ça, la politique de l'enfant unique. Et tout le monde pense qu'il n'y a pas de liberté, que les gens n'ont pas les droits qu'ils méritent. Donc c'est une bonne chose.
Un enfant unique n'aura personne pour jouer avec lui. Il se sent seul à la maison toute la journée et ne peut rien partager avec personne. La politique de l'enfant unique avait été adoptée à la fin des années 70 pour ralentir une démographie en croissance perpétuelle, mais elle a eu pour effet d'accélérer le vieillissement de la population. Autre conséquence, un déséquilibre des sexes, beaucoup de familles préférant garder des garçons. On compte 116 garçons pour 100 filles. Résultat, de nombreux Chinois sont dans l'impossibilité de trouver une femme. À Pékin, certains accueillent la nouvelle avec indifférence. Il y a des bons et des mauvais côtés à cette mesure. Pour ceux d'entre nous qui n'aiment pas trop les enfants, ce n'est pas une super nouvelle. C'est trop cher d'élever des enfants en Chine. Je ne gagne pas assez d'argent. De leur côté, les associations des droits de l'homme rappellent que malgré cette abolition, d'autres politiques demeurent, comme les stérilisations et les avortements forcés. Alors en ligne avec nous, Marie Holtzman qui préside Solidarité Chine et qui dénonce depuis très longtemps d'ailleurs la politique de contrôle des naissances menée par Pékin. Bonsoir Marie Holtzman. Bonsoir. Est-ce que vous estimez ce soir que c'est une vraie révolution, que cette mesure du deuxième enfant autorisé par la Chine, ou que finalement on reste toujours sous le même régime de contrôle ? C'est la deuxième option que je choisis. Il ne s'agit pas d'une révolution, il s'agit d'un assouplissement bien sûr. Le problème tout de même, c'est que je ne me fie pas aux effets d'annonce du gouvernement chinois. Il est très fréquent qu'ils annoncent quelque chose et puis ils font autre chose ou ils ne font rien. Donc j'aimerais bien attendre de voir ce qui se passe. Et un des éléments qui permettrait de voir s'ils sont vraiment, entre guillemets, sincères dans leurs propositions, ce serait qu'ils, en quelque sorte, redonnent une légitimité à tous les deuxièmes enfants qui sont nés et qui sont considérés comme des enfants au noir, puisqu'ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, ils ne sont pas déclarés et ils n'ont pas de statut social. Vous avez dénoncé toutes les mesures qui ont accompagné ce contrôle des naissances très strict que la Chine a mis en place depuis très longtemps, notamment les stérilisations, les avortements forcés. Les stérilisations, les avortements forcés ont été dans certains districts de Chine absolument abominables. Je pense en particulier au district de Linyi, où les violences ont été dénoncées par l'avocat aveugle Chen Guangcheng, dont la biographie sort justement cette année en français, l'avocat aux pieds nus. C'est inimaginable, on ne peut même pas faire ces descriptions sur votre antenne. Bien sûr, ça n'a pas été aussi violent dans toute la Chine, mais à partir du moment où un gouvernement totalitaire s'immisce dans la vie privée des couples, je trouve que c'est déjà une violation des droits de l'homme. Alors si on regarde maintenant cette mesure d'un point de vue évidemment démographique, économique, la Chine ne pourrait pas se passer peut-être de cette politique de contrôle parce que cela aboutirait à voir sa population croître de manière exponentielle. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même qu'il faut un certain contrôle ? En théorie, on peut toujours dire ça, mais dans les faits, entre 1970 et 1978, la démographie était passée de 5,75 enfants par couple à 2 enfants 75 par couple, c'est-à-dire avant la politique de l'enfant unique. Et après, dans le début des années 80, elle est remontée à 2,6 enfants par couple. Donc vous voyez, les politiques comme ça violentes, gouvernementales, ne font pas tout. Le problème, c'est réellement le niveau de vie des gens, leurs propres désirs, le contexte. Si la Chine change comme ça aujourd'hui de direction dans ce domaine et assouplit cette politique, c'est parce qu'il y a un problème économique qui se pose aujourd'hui et que le gouvernement chinois veut faire face à ce problème ? Bien sûr, c'est une réaction tout à fait pragmatique. Je vais encore vous assommer avec des chiffres. En 1970, il y avait 31 actifs pour, en quelque sorte, soutenir un retraité. En 2020, il va falloir 31 actifs pour soutenir 10 retraités, sans compter les enfants. On soutient les retraités et les enfants en même temps. Donc ça va devenir pratiquement impossible. C'est tout le salaire des actifs qui va passer dans ce soutien aux vieux et aux enfants. Donc évidemment, il faut plus d'enfants. Mais il y a eu en même temps ce miracle économique en Chine qui s'est produit dans ces dernières années. Est-ce qu'il aurait été possible, selon vous, sans cette politique de contrôle des naissances ? Mais le miracle économique a accompagné l'ouverture. Du coup, les Chinois ont eu toutes sortes d'opportunités. Ils ont pu s'enrichir, ils ont pu acheter des voitures, des frigidaires, des machines à laver. Et ils avaient d'autres préoccupations, si j'ose dire, que faire des enfants.
C'est évident, avec l'augmentation du niveau de vie, on a observé le même phénomène au Vietnam. La croissance démographique a chuté et il n'y a eu aucune politique coercitive. Regardez au Japon, ils sont pratiquement dans une croissance négative et il n'y a jamais eu de politique coercitive. Merci beaucoup pour cet éclairage, Marie Holtzman. Je rappelle que vous présidez donc Solidarité Chine qui dénonce cette politique très stricte de contrôle des naissances depuis des années en Chine. Et justement, un rapport de l'ONU indique que la Chine, comme la Russie, emploierait des milliers de travailleurs nord-coréens forcés par leur gouvernement à partir travailler dans ces pays, ce qui rapporterait des milliards de devises à Pyongyang. Miri Maman. Il serait plus de 50 000 Nord-Coréens contraints par les autorités à travailler à l'étranger. Un travail dans des conditions proches de l'esclavage. C'est en tout cas ce que révèle un rapport de l'ONU. Des citoyens de Corée du Nord sont envoyés à l'étranger pour travailler dans des conditions de travail forcées imposées par leur gouvernement et les autorités du pays d'accueil. Une pratique de plus en plus courante qui rapporterait entre 1,2 milliard et 2,3 milliards de dollars par an à la Corée du Nord. C'est Pyongyang qui négocie les contrats dont les travailleurs ne voient jamais la couleur. Les États qui utilisent le plus cette main-d'œuvre bon marché sont la Chine et la Russie. Les travailleurs nord-coréens sont employés essentiellement dans les secteurs de la construction, des mines, de l'informatique ou encore du textile. Des agissements dénoncés durement par l'expert de l'ONU. La Commission a conclu que le grand nombre et l'aspect systématique des violations des droits de l'homme en Corée du Nord ont bien tous les critères pour être qualifiés de crimes contre l'humanité aux yeux du droit international. Dans le rapport qui sera soumis au Conseil de sécurité, d'autres exactions commises par le régime communiste sont relevées, comme l'existence d'un vaste réseau de camps de prisonniers où les exécutions sommaires, les tortures et les détentions arbitraires sont la norme. La répartition des tâches ménagères a-t-elle évolué en France? Selon l'INSEE, justement, il n'y a pas eu de révolution, mais, alors Léa Berdugo, c'est là qu'il faut faire preuve évidemment de sens tactile, il y a eu une certaine évolution. Alors, on va parler de ce qui change. Depuis 1985, eh bien, l'écart entre les hommes et les femmes s'est réduit d'1 heure. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas parce que les hommes en font plus, mais parce que les femmes ont diminué le temps consacré aux tâches domestiques. Elles y passent 70 minutes de moins en 2010 que 25 ans plus tôt, et les hommes 10 minutes de moins. Alors, quelle est la raison? Eh bien, c'est l'externalisation des tâches ménagères. Aide à domicile, garde d'enfants, pressing. De nombreux soutiens sont disponibles pour les femmes d'aujourd'hui. Également, à prendre en compte eh bien, les progrès amenés par la modernité qui accélèrent l'efficacité des tâches ménagères. Alors, autre changement, c'est le temps qui est consacré aux enfants. Exactement. Les pères consacrent plus de temps aux enfants qu'auparavant. 40 minutes contre 20, environ 25 ans plus tôt. Cependant, les activités réalisées par les pères eh bien, restent des activités dites de satisfaction, comme les jeux par exemple. Rappelons que les femmes eh bien, consacrent 2 fois plus de temps à leurs enfants que leurs conjoints. Alors les inégalités persistent? Exactement. En effet, si l'écart entre hommes et femmes a réduit, c'est parce que les femmes en font moins qu'avant, mais ce sont toujours les femmes qui prennent en charge le plus de tâches ménagères, 3 heures par jour contre 1h45 pour leurs homologues masculins. Et les clichés ont la vie dure, les tâches ménagères restent très sexuées, linge, ménage et cuisine pour les femmes, et bricolage et jardinage pour ces messieurs. Alors quelle conclusion tirer de cette étude? Eh ben, selon la sociologue Sylvie Cadol, cette étude montre que les hommes peuvent désormais remplacer les femmes dans ce qui est de l'éducation des enfants. Toutefois, eh bien, le concept de cette éducation est différent. Les hommes veulent plus se concentrer sur l'autonomie des enfants, tandis que les femmes vont leur porter plus d'attention et les suivre de près. Alors, peut-on arriver un jour à une égalité complète? Nous avons posé la question à François de Singly, sociologue de la famille. Je vous propose de l'écouter. Les hommes n'en font pas plus, mais ils ont compris une chose, c'est que pour que les femmes continuent à faire le travail, il ne faut pas qu'ils portent des appréciations négatives. Dans les générations précédentes, ils pouvaient s'autoriser, en se mettant les pieds sous la table, de dire la viande n'est pas tout à fait cuite comme je l'aurais fait. Aujourd'hui, s'ils disent ça, ils savent que le lendemain, ils ne mangeront pas.
ça continue à être inégal, mais il y a eu une déstabilisation quand même de la relation de pouvoir par certains côtés. Donc il y a des petits changements. Alors, il y a eu de petits changements, assez grands pour espérer une évolution notable au sein du foyer. Eh bien, réponse dans 25 ans. Voilà, vous reviendrez dans 25 ans nous en parler, puis vous enlèverez votre tablier avant, évidemment. Merci Léa Verdugo. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes, une fusillade s'est produite en Cisjordanie dans le secteur d'Ofra. Des Palestiniens à bord d'une voiture qui ont ouvert le feu sur des soldats israéliens qui ont riposté. Pour l'instant, on n'a pas d'indication de victimes et les soldats israéliens qui se sont pour l'instant lancés à la recherche de cette voiture. Et puis ce drame aujourd'hui au palais de justice de Melun en France, un avocat a tiré sur le bâtonnier de l'ordre qu'il avait convoqué pour un entretien disciplinaire. L'avocat s'est ensuite donné la mort avec son arme. La victime, elle, est ce soir dans un état critique. David Klezewski. L'avocat a défendu sa cause lui-même et par les armes. Jeudi matin, le tribunal de Melun a été le théâtre d'un drame lorsque le bâtonnier Enrique Vania a été pris pour cible. Touché à plusieurs reprises dans son bureau, il a été transféré à l'hôpital Henri Mondor de Créteil et ses jours ne sont plus en danger. Actuellement, l'état de santé de notre bâtonnier Enrique Vanier est stable. L'autre confrère qui est décédé, c'est Maître Sipiliti. C'est lui qui a porté effectivement un ou plusieurs coups de feu à notre bâtonnier Enrique Vanier. Joseph Silipetti a tiré plusieurs coups de feu avant de retourner l'arme contre lui, au moment où une audience sans rapport avec le meurtre se tenait de l'autre côté du bâtiment. Ordre a été donné d'interrompre les débats. J'ai vu que ça s'agitait, j'ai vu pas mal de policiers courir, des sirènes, etc. Pour l'ensemble de nos confrères, pour moi-même, et voilà. Puis voilà, on s'attendait à tout sauf à ça, quoi. C'est vraiment une chose dans un palais de justice avec des avocats, c'est plutôt voilà. L'avocat auteur des tirs n'a pas choisi sa cible au hasard. Il avait rendez-vous avec le bâtonnier pour recevoir la notification de sa suspension, dont le motif n'a pas été révélé pour le moment. Mais tout semble indiquer qu'un sérieux conflit idéologique opposait les deux hommes. Dans un texte envoyé au site Riposte Laïque, groupe dont certaines positions sont parfois jugées d'extrême droite, l'avocat avait estimé que l'état de droit en France était une imposture et que le bâtonnier incarnait à lui seul cette défaillance. Un témoignage de 200 pages en forme de testament moral où l'avocat y dénonce des mises à mort financières du fisc dont il dit avoir été le témoin dans sa carrière, mais aussi de nombreuses violences impunies dans les banlieues et plusieurs décisions de justice en tout genre, jamais appliquées. Des intempéries sans précédent pour un mois d'octobre en Israël, on vous en parlait hier, image à l'appui, et d'une violence inattendue sur tout le Moyen-Orient, exemple en Irak, avec ces torrents de boue dans la région de Bagdad aujourd'hui. Une fillette a même été emportée, son corps n'a pas été retrouvé. Ce sont les camps de réfugiés irakiens qui sont principalement touchés, là où se trouvent ces milliers de personnes déplacées par les combats menés actuellement avec l'État islamique dans le nord de l'Irak, situation qui est également très délicate dans d'autres pays du Moyen-Orient. On va marquer une pause et se retrouver dans un instant pour parler économie, avec par exemple cette commande géante passée par la Chine aujourd'hui à l'avionneur européen Airbus à l'occasion de la visite d'Angela Merkel en Chine. A tout de suite.
nouvelles attaques au couteau aujourd'hui dans le secteur de Hebron. Un garde-frontière israélien légèrement blessé. Les 2 terroristes palestiniens ont été abattus. Entretien en tête-à-tête pour Kerry et Zarif ce soir à Vienne. Il s'agit de préparer le sommet international sur la Syrie prévu demain dans la capitale autrichienne afin de trouver une issue politique à cette guerre civile. Et puis, nouvelle révolution culturelle en Chine. Le gouvernement arrête la politique de l'enfant unique par couple et autorise un 2e enfant. L'actualité économique à présent, c'est avec Lionel Friedfeld. Bonsoir à vous, bonsoir, analyste financier. Alors, il y a tout d'abord cette perte historique annoncée aujourd'hui par l'une des grandes banques mondiales, et en l'occurrence la Deutsche Bank. Effectivement, le géant bancaire européen a perdu au 3e trimestre près de 6 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires a également baissé de près de 7% et avoisine à peine les 7 milliards d'euros. Alors pourquoi cette perte? Simplement parce qu'il y a énormément de provisions qui ont été faites, parce que Deutsche Bank a près de 6000 problèmes juridiques, contentieux juridiques aujourd'hui dans le monde. Et également la banque a notamment fait des provisions notamment sur une partie d'actifs qui vont être vendus notamment par sa banque d'investissement. Alors Angela Merkel, justement la chancelière allemande, est en Chine et une visite fructueuse puisqu'elle a décroché un contrat en or. Alors fructueuse, oui, puisqu'un contrat 100 Airbus A320 pour un montant de près de 10 milliards d'euros, également 30 Airbus A330. Donc c'est véritablement une preuve, on va dire, de la part de Pékin que Airbus est favorisé en Chine. Et c'est tout à fait intéressant notamment de noter, car la semaine dernière, la Chine a notamment lancé son propre programme pour concurrencer le A320. C'est un avion qui va s'appeler le C919, qui va être lancé notamment par la compagnie nationale chinoise Comac. Donc la preuve donne que la Chine achète aujourd'hui Airbus, mais peut-être que dans 1 an, 2 ans, la Chine va pouvoir, dans un temps, utiliser ses propres avions. Voilà, donc il faut en profiter, signer des contrats avant, c'est ce que fait Airbus et Angela Merkel. Merci Lionel Friedfeld, donc analyste financier. Aux États-Unis, la campagne pour départager les candidats républicains à la primaire tourne au spectacle. Nouveau débat la nuit dernière, et une fois de plus, eh bien, c'est la forme plus que le fond qui a prévalu. Myri Maman. 10 candidats pour une seule place et quasi tous les regards braqués sur les 2 stars des Républicains, ceux qui se partagent la moitié des intentions de vote des militants du parti, le richissime homme d'affaires Donald Trump et le neurochirurgien à la retraite Ben Carson. En bonne et due forme, les 2 hommes ont été inlassablement attaqués par leurs adversaires, et notamment sur leur inexpérience politique. Réveillez-vous. Nous ne pouvons pas choisir quelqu'un incapable de faire ce travail. La réponse de Donald Trump est pour le moins surprenante. Ma principale faiblesse est que je fais trop confiance aux gens. Et lorsqu'ils me déçoivent, je ne pardonne jamais. Pas mieux du côté de Carson qui, dans ses réponses fleuves, n'a pas toujours trouvé les mots justes. Toutes ces histoires sur telle entreprise qui est trop grosse pour qu'on la laisse couler, choisir les gagnants et les perdants, tout ça c'est des conneries qui causent de sacrés problèmes dans notre société. Les 2 coqueluches des sondages ont donc été attaqués, mais la joute entre les 2 n'a pas eu lieu. Le vrai combat s'est produit entre 2 ex-alliés, le sénateur de Floride Marco Rubio et l'ancien gouverneur du même État Jeb Bush. Bush n'a pas hésité à attaquer Rubio sur son absentéisme au Sénat. Marco, lorsque vous vous êtes engagé, c'était pour un mandat de 6 ans et vous devez vous présenter sur votre lieu de travail. Le Sénat, est-ce une semaine de travail à la française? Suffit-il de venir 3 jours par semaine? Jeb Bush n'a pas réussi à déstabiliser son adversaire. Rubio, hyper télégénique et très populaire chez les jeunes, a immédiatement riposté. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour le gouverneur Bush, mais je ne me présente pas contre lui. Je suis candidat à la présidence parce que nous ne pouvons pas permettre à Hillary Clinton de continuer la politique de Barack Obama. Pour résumer, Trump et Carson n'ont pas réussi à convaincre. Jeb Bush n'a pas percé dans les joutes, enregistrant même le temps de parole le plus court des 10 candidats. Et c'est Marco Rubio qui tire son épingle du jeu dans ce 3e débat télévisé. Alors en direct justement, l'un de nos correspondants aux États-Unis, David Benaïm, bonsoir à vous. Est-ce qu'on peut mesurer un impact de ces débats, parce qu'on est vraiment très loin de la politique? Est-ce que les Américains sont influencés par ces débats? Oui, l'impact est énorme. D'abord pour les chaînes de télé. Depuis le début de cette campagne, les débats, notamment côté républicain, ont toute l'arène politique transformée en cirque médiatique. Et le public aime ça,
14 millions de téléspectateurs étaient devant leurs écrans hier soir. Et si on regarde les audiences depuis cet été, chacune des chaînes qui ont diffusé un débat ont battu leur record historique. Pour les petits candidats qui n'ont pas l'occasion d'avoir beaucoup de temps d'antenne, l'impact est considérable. Ben Carson et Carly Fiorina ont surgi grâce au premier débat. Et puis par ricochet, toutes les petites phrases et meilleurs moments sont repris en boucle partout, dans les journaux, mais surtout dans les talk-shows du soir. Fallon, Kimmel et Colbert influent énormément sur l'opinion par l'humour et la dérision. Alors justement, Donald Trump est-il toujours en avance chez les Républicains ? Oui, Trump reste le favori. Ses supporters semblent très fidèles, quelles que soient les controverses qui l'entourent. Il a encore fait le show hier soir, mais sans apporter de substance sur son programme économique qui était censé être son point fort. Il semble que sa cote plafonne autour des 30% d'intention de vote. Juste derrière, on retrouve le docteur Ben Carson, un autre amateur en politique. Il a également déçu hier soir, mais c'est son discours politiquement incorrect qui plaît aux évangélistes et à la droite de la droite. Et en dehors de Trump et de Carson, David, est-ce qu'il y a un autre candidat qui se détache ? Marco Rubio, le jeune sénateur de Floride, fait une ascension constante et solide. Il est pour l'instant 3e dans les sondages et au fur et à mesure que les autres candidats plus conventionnels vont s'égrener, il risque de se détacher et pourrait poser problème à Donald Trump. Rubio a également l'avantage de plaire à l'électorat hispanique, c'est 23% de la population américaine, sans qui les républicains ont peu de chances de gagner l'élection face à Hillary Clinton. Merci beaucoup David Benaïm en direct donc de New York après ce débat sur la primaire dans le camp républicain. Le Parlement européen a salué aujourd'hui le combat d'un blogueur saoudien dont on parle beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Raif Badawi qui a déjà reçu des coups de fouet en Arabie Saoudite où il a été condamné pour avoir défendu la liberté d'expression sur le blog qu'il tient. Julia Ganancia. Le prestigieux prix Sakharov pour la liberté d'expression est décerné par le Parlement européen à Raif Badawi. Pour avoir usé d'une liberté de ton mêlant satire et parfois irrévérence dans la critique des autorités religieuses de son pays, ce blogueur saoudien a été condamné en mai 2014 à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet pour cybercriminalité et insultes envers l'islam. Peu après avoir annoncé le nom du lauréat 2015, le président du Parlement européen appelle le roi d'Arabie Saoudite à libérer le cybermilitant. Dans le cas de M. Badawi, les droits fondamentaux de l'homme ne sont pas respectés. Ils ont été bafoués. Alors je voudrais en appeler au roi Salman d'Arabie Saoudite aujourd'hui pour qu'il empêche sa sentence d'être exécutée, que M. Badawi soit relâché et qu'on lui permette de retrouver sa femme et de voyager ici en décembre pour qu'il puisse recevoir son prix. Pour l'instant, l'Arabie Saoudite est restée sourde aux pressions internationales pour le libérer. Son épouse demande en vain la clémence du royaume wahhabite et espère désormais que ce prix fera avancer les choses. Exilée au Canada avec ses 3 jeunes enfants, elle racontait son quotidien lors d'une conférence de presse à Paris en mai dernier. Bien sûr, ma vie quotidienne passe par plusieurs états. La douleur, l'espoir. Par moments, je mène une vie presque normale. Toujours est-il qu'il y a un terrible manque, le manque de mon mari et du père de mes enfants. Les cybermilitants sont l'objet d'une sévère répression dans le berceau de l'islam wahhabite qui applique une vision rigoriste de la religion. Toute critique contre la famille royale, les institutions religieuses et l'islam est passible de poursuites. Le 9 janvier 2015, 50 coups de fouet ont été administrés à Raif Badawi devant des centaines de spectateurs. À l'époque, la cause du jeune homme a suscité une vague d'émotions et une mobilisation internationale. Selon son épouse, le blogueur pourrait subir une nouvelle séance de sévices corporels prochainement. Voilà, retour un instant sur ces informations concernant les attentats dont on vous parlait tout à l'heure. D'abord pour vous rappeler que des coups de feu ont été tirés il y a quelques minutes par des Palestiniens à bord d'une voiture. Cela se passe dans le secteur d'Ofra, une voiture qui est passée donc devant un endroit où se trouvaient des soldats israéliens. Ces soldats ont riposté, il n'y a pas de blessés selon un bilan confirmé à l'instant par la police israélienne et qui pour l'instant a lancé des recherches dans tout le secteur d'Ofra en Cisjordanie pour tenter de retrouver ces auteurs de ces tirs. Et puis il y avait eu aujourd'hui à Hébron, donc en Cisjordanie, 2 attaques au couteau. On vous en a parlé tout à l'heure, on vous remontre les images. Tout d'abord, un garde-frontière israélien qui a été blessé ce matin par un Palestinien muni d'un couteau. Ce Palestinien a été abattu. Et puis autre tentative, quelques instants plus tard,
toujours donc dans le secteur de Hebron, et le Palestinien qui a été abattu cette fois donc sans pouvoir blesser le soldat qu'il visait. Donc 2 Palestiniens tués aujourd'hui lors de ces attaques au couteau qui sont quasi quotidienne, et l'armée israélienne envisage cette fois dans le Gush Etzion de prendre des mesures visant à séparer les populations israéliennes et palestiniennes pour faire baisser ces attaques qui sont devenues quotidiennes. Voilà donc pour ce retour à la situation sécuritaire. On accueille Ali Weked, bonsoir, notre expert pour le monde arabe et musulman. On revient donc à la situation de ce blogueur saoudien Raif Badawi qui a obtenu aujourd'hui ce prix Sakharov. Quelle est sa situation aujourd'hui exactement en Arabie Saoudite? Il est toujours sous le coup de cette condamnation. Raif Badawi il est toujours en prison. Raif Badawi a été condamné pour 10 ans et pour 1000 coups de fouet, justement parce que selon les Saoudiens, il a humilié le chef du comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, qui est le comité chargé par le régime de veiller sur l'application des lois de la charia et de voir si jamais la conduite publique ou privée va à l'encontre de ces lois. Raif Badawi, dans un de ses articles, il a accusé, il a demandé que ce chef de ce comité soit porté devant le tribunal international, le tribunal pénal international pour crimes contre l'humanité, contre les droits de l'homme, etc. Et ça a été, selon les Saoudiens, une goutte de plus qui a débordé le vase, et il a été condamné. N'empêche, Jean-Charles, Raif Badawi continue à avoir pas mal de partisans, continue à avoir pas mal de supporters. Les Saoudiens, il faut que l'on sache, ils sont les premiers à utiliser le Twitter sur le monde arabe, avec presque 40% du trafic de Twitter et par l'Arabie Saoudite et par les Saoudiens, ce qui montre que ce genre de médias alternatifs, il est demandé, il est exigé, il est encore exigé par le public saoudien. Hier, le roi de l'Arabie Saoudite a convoqué tous les éditeurs, tous les chefs des médias, des journées, des sites internet pour leur demander qu'il faut qu'ils emploient une responsabilité nationale quand ils décident d'écrire sur le pays ou quand ils décident d'écrire sur le conflit dans lequel se trouve l'Arabie Saoudite, ce qui signifie que le roi comprend que ce qui était autrefois la situation en ce qui concerne les médias et la liberté d'expression et la liberté de pensée n'est pas la même actuelle, et qu'il y a une génération qui demande plus de liberté, une génération qui demande plus de droits de l'homme, et une génération, malgré le fait qu'elle est encore très musulmane et malgré que la condamnation contre Badawi a porté sur des points religieux très importants. Badawi a été accusé de recul sur l'islam. C'est un musulman que, selon ce comité, il a reculé de sa foi islamique. Donc, selon la loi islamique, il ne peut pas être marié à une saoudienne musulmane. Ses enfants sont considérés, il ne peut avoir droit à garder ses enfants. Ils sont donnés à une famille musulmane. Toute sa famille est partie à l'étranger, on le signale, on l'a vu dans le reportage. Absolument. Et donc, il est privé de tous ses droits et il est considéré comme un non-musulman. Maintenant, le roi, avec ce prix qui a été accordé à Badawi, il est en train de faire face à une nouvelle génération qui exige plus de liberté. Reste à voir comment est-ce que les Saoudiens vont réagir. L'Arabie Saoudite est un régime très conservateur, est un régime très religieux, mais c'est un régime qui essaye d'être impliqué dans divers conflits qui donnent aussi des résultats, des effets sur l'économie de l'Arabie Saoudite, avec une économie qui est en train de s'affaiblir, avec une opinion publique plus à jour des masses médias et des médias alternatifs. C'est le plus important défi du roi, un peu plus important même que les défis présentés par l'Iran et les adversaires de l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite peut céder aux pressions européennes avec l'attribution de ce prix diplomatique pour libérer ce blogueur? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se passer ou est-ce qu'ils vont rester inflexibles? À mon avis, du fait qu'il est considéré d'avoir porté atteinte à des symboles religieux, je vois très mal comment est-ce que l'Arabie Saoudite va collaborer avec ses demandes et ses exigences internationales. N'empêche, il reste toujours cette alternative de céder.
il va être libéré, mais il va être privé de sa nationalité saoudienne et il va être exilé. Merci Ali Waked, analyste donc pour Le Monde Arabe et Musulman. Nous sommes aujourd'hui le 29 octobre. Eh bien, en 1929, c'était le fameux et sinistre Mardi Noir à Wall Street après le déclenchement du krach boursier. Ça s'était déclenché le jeudi précédent, donc le fameux jeudi noir, et ça se terminait en quelque sorte dans la déchéance la plus totale, ce fameux mardi 29 octobre. Eh bien, ce soir, les Américains vont plonger dans une autre célébration, celle d'Halloween. Ça va durer tout le week-end. Et on va appeler justement à New York notre correspondant Daniel Ziri. Bonsoir Daniel, comment se présente Halloween cette année à New York ? Oui Jean-Charles, c'est enfin arrivé le moment que tout le monde attendait, au moins ici aux États-Unis. La fête d'Halloween sera célébrée ce week-end et il faut dire que je me trouve à New York, Jean-Charles, et c'est la meilleure ville pour passer Halloween. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le site wallethub.com qui vient de sortir un classement pour justement classer les meilleures et les pires villes américaines où passer ou célébrer la fête d'Halloween cette année. Alors New York est venu en numéro 1 de cette liste et la liste a été créée selon certains éléments, certains facteurs, comme par exemple le coût d'un billet d'entrée pour une soirée d'Halloween, le nombre de magasins de déguisement par habitant, aussi également les prévisions météo pour le 31 octobre et la sécurité dans la ville, par exemple. C'est une longue liste d'éléments qui ont été pris en compte pour cela. En bas de la liste, on trouve des villes comme Saint-Pétersbourg en Floride, Détroit dans le Michigan et Memphis dans le Tennessee. On est désolé pour ceux qui se trouvent là-bas cette année. Mais en tout cas, il faut dire que c'est une fête très très importante pour les Américains et vous pouvez peut-être apercevoir derrière moi que certains ont déjà commencé à décorer leur maison depuis plusieurs semaines ici à New York. Et c'est une fête très importante puisqu'on le voit même sur les chiffres. Une étude nationale montre que les Américains cette année vont dépenser 6,9 milliards de dollars simplement sur les coûts de cette fête pour célébrer cette fête. Et bien sûr, la plus grande dépense là-dedans, ce sont les costumes puisque 68 millions d'Américains vont se déguiser cette année pour Halloween. Et attention, ce n'est pas tout, 20 millions d'Américains ont même déclaré qu'ils allaient déguiser leurs animaux domestiques. Alors justement, Daniel, vous parliez de déguisement. Il y a cette polémique très vive qui s'est déclenchée aux États-Unis après que la principale chaîne de supermarchés, Walmart, ait proposé à la vente un déguisement pour enfants, déguisement de l'uniforme de soldats israéliens. Oui, en effet, grande polémique autour de ce costume proposé par la chaîne de supermarchés américaine Walmart, la chaîne numéro 1 de supermarchés aux États-Unis, très très populaire, qui proposait en ligne sur son site internet un costume de soldat israélien pour petits garçons. Alors ça a créé l'indignation des internautes qui se sont exprimés très sévèrement sur le site de Walmart, qui ont appelé Walmart à retirer ce costume de leur site internet. Certains ont beaucoup parlé d'insensibilité, surtout dans un moment où le conflit israélo-palestinien a fait la une des médias un peu partout dans le monde. On parlait donc d'une chose très insensible que de mettre ce costume en ligne à la vente. Après plusieurs pressions pendant plusieurs jours, par exemple de groupes américano-arabes qui ont même menacé de boycotter la chaîne de supermarchés, Walmart a retiré ce costume de son site internet et ne le propose plus. Certains Américains, juifs américains ou pro-israéliens l'ont quand même acheté en ligne avant qu'il ne soit retiré et pensent que cela sera une façon de montrer une solidarité avec Israël pour cet Halloween 2015. Merci Daniel Ziri, correspondante i24 News depuis New York, donc à l'occasion d'Halloween. Les grandes manœuvres en France dans l'audiovisuel. Le groupe TF1 s'apprête à racheter la société de production qui possède notamment la série à succès Plus belle la vie, qui est diffusée par une autre chaîne, ou bien Versailles, qui sera également diffusée prochainement par une autre chaîne. Et c'est au moment où les Américains s'intéressent de plus en plus à ce marché français des séries télévisées. Océane Nicole. Les séries françaises tentent une percée à l'autre bout de l'Atlantique. La 3e édition de Direct to Series s'est clôturée à Los Angeles. Le but de l'événement, présenter le meilleur de la production française aux acheteurs de chaînes américaines, mais aussi convaincre les Américains de venir tourner en région parisienne. L'objectif, c'est d'établir une relation de travail aussi étroite que possible avec les Américains, leur faire comprendre qu'il y a un très grand potentiel artistique, mais aussi industriel en France dans le domaine des séries, faire venir des projets américains de séries pour un tournage en Ile-de-France avec tous ces talents français
et par ailleurs amener des Américains à financer des projets français de séries qui peuvent se tourner en Île-de-France de préférence. Les séries françaises ont longtemps rimé avec Julie Lescaut ou encore Navarro, mais la France a su rattraper son retard et se faire petit à petit une place dans la sphère hollywoodienne. Et pour cette nouvelle édition, c'est la série Versailles qui a fait sensation. La série française la plus chère de l'histoire, une super production à 3 millions d'euros, tournée dans le lieu le plus emblématique de l'histoire de France. La série a déjà été achetée par la BBC, une première pour une série française, mais l'objectif est bien de séduire les Américains. On sera dans une compétitivité bien meilleure par rapport à nos concurrents britanniques et allemands. Et on a par ailleurs une ressource en termes de décor, dont l'universalité, la puissance à l'image, dont la série Versailles va montrer à quel point elle peut avoir de l'impact. Tout cela va nous permettre d'accueillir beaucoup plus de tournages de séries. On est déjà à 1500 tournages en Île-de-France l'année dernière. Je pense qu'avec le nouveau crédit d'impôt, on peut aller vers une perspective de croissance de l'ordre de 20% en 2016. Mais la route est encore longue pour les Français. Les séries américaines comme Game of Thrones ou House of Cards continuent d'inonder le monde. Mais les séries Made in France ne perdent pas espoir. Que se passe-t-il dans le milieu de la haute couture? En quelques jours, deux des principaux créateurs de grandes marques françaises, Dior et Lanvin, ont quitté leur poste sans que l'on connaisse exactement les raisons de ces départs et en pleine présentation des collections. Julia Ganancia. Albert Elbaz chez Lanvin, c'est désormais terminé. La maison de couture annonce la fin de sa collaboration avec son directeur artistique après 14 ans de bons et loyaux services. Cette union a été longue et particulièrement fructueuse. Avec sa silhouette ronde, son éternel nœud papillon et son sens de l'humour, le designer né au Maroc et élevé en Israël a su se faire une place à part dans l'univers très fermé de la mode. Couleurs vives, sequins et dentelles, la dernière collection d'Albert Elbaz pour Lanvin avait été présentée à la Fashion Week de Paris en septembre dernier. J'ai découvert une fois de plus le process de make des habits. Ça veut dire de travailler autour du corps, c'est de travailler sur le corps, c'est de travailler dans des ateliers avec des couturières, avec des fils qui l'oublient et qui laissent comme un sort d'un parfum humain sur une robe. Sa recette rencontre vite le succès. La maison de couture fondée en 1889 et rachetée en plein déficit en 2001 par la taïwanaise Cho Lan Vang redevient bénéficiaire en 2007. En 2010, le succès de sa collection en collaboration avec H&M montre aussi qu'il avait un fan club qui dépassait largement les frontières du luxe. Mais cette histoire d'amour s'achève aujourd'hui après quelques rumeurs de froid entre le designer et la propriétaire taïwanaise. D'autres rapportent que la maison serait à vendre. L'automne 2015 est décidément la saison des grands bouleversements dans l'industrie du luxe. Jeudi dernier, le créateur belge Raf Simons créait la surprise en annonçant qu'il quittait la maison Dior. Il n'en fallait pas plus pour que certains voient déjà M. Elbaz lui succéder chez Christian Dior. À 54 ans, le très discret créateur pourrait endosser un tel costume, mais pour l'instant, le mystère est insondable. Alors, éclairage tout de suite avec Valérie Abécassis qui présente le Culture Mag chaque jour sur i24 News. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Est-ce qu'on peut parler de coïncidence Dior-Lanvin quasiment au même moment? Oui, enfin vous savez, les coïncidences dans le milieu de la mode sont souvent liées à l'argent et puis sont aussi liées aux période de présentation. Là, on sort des présentations des collections printemps-été, donc non, c'est pas une coïncidence. C'est vrai que le départ de Raf Simons de la maison Dior, ça a fait un peu un choc. C'est vraiment la différence entre l'opinion et le marché. Quand Raf Simons a présenté sa collection, donc pour la dernière collection printemps-été, la presse était unanime, tout le monde a salué une collection magnifique, épurée, raffinée, et pof, voilà, il y a l'annonce qui arrive et on nous dit Raf Simons s'en va. En même temps, la maison Dior dit oui, mais les chiffres ont monté, les collections étaient en vente, elles avaient augmenté de presque 11%, ça c'était les chiffres de la maison. Et en même temps, on peut se dire, tiens, mais quels ont été les hits, quels ont été les succès de la maison Dior ces 2 dernières saisons depuis que Raf Simons a repris la succession de Galliano en 2012. Donc voilà, d'un côté il y a l'opinion et puis d'un autre côté il y a le marché. Vous savez, les collections, ce sont des moments qui servent à faire ce qu'on appelle le buzz, c'est-à-dire qu'il y a du spectacle à la collection Dior. Il y avait notamment Rihanna, ça a été repris partout, il y avait plus de 4000 fleurs bleues, tout ça s'est répercuté dans la presse, on voit ça, mais en même temps après il faut qu'il y ait des ventes, il faut qu'il y ait des acheteurs, il faut qu'il y ait des hits. Et c'est vrai que
bon, voilà, depuis 2 saisons, quel est le sac qu'on avait envie d'avoir chez Dior, quelles sont les chaussures qu'on avait envie d'avoir chez Dior, quelle était la veste à base qu'on a connue, la veste à bas chez Dior. Il n'y a pas vraiment eu ça. Donc peut-être que c'est une forme de séparation commerciale. L'an 20, c'est autre chose. L'an 20, voilà, pour connaître un petit peu Albert Elbaz, j'ai le sentiment, maintenant c'est vraiment mon sentiment, que c'est une histoire d'écorchure. C'est-à-dire qu'Albert Elbaz, c'est quelqu'un qui est un écorché vif, c'est un homme rond qui distribue des cœurs et puis des macarons sucrés à chacun de ses défilés. C'est quelqu'un qui aime c'est un homme qui aime les femmes, c'est un créateur qui aime les femmes. Je pense qu'il y avait des dissensions au sein de la maison L'An 20. Il a fait un dernier défilé qui était d'une certaine façon un hommage parce qu'il a fait une présentation un peu particulière avec des références aux pièces fortes de toute la collection de Jeanne Lanvin. Ça venait en point d'orgue d'une sorte de rétrospective de la maison Lanvin, 125 ans de cette maison Lanvin. Ça venait en plus avec une rétrospective photo. Bon, merci. Pardon ? Merci Valérie Abécassis, on a bien compris. Donc peut-être Lanvin et peut-être Elbaz chez Dior prochainement. On parle de basket pour terminer avec l'ouverture de la saison NBA et déjà un record pour Kobe Bryant alors que la saison vient à peine de commencer. Maël Benoliel. Cet homme-là semble éternel. Cela fait en tout cas 20 ans qu'il traîne son 1,98 m sur les parquets américains. À 37 ans, Kobe Bryant a passé plus de la moitié de sa vie à jouer au basketball. Alors que la saison NBA vient à peine de reprendre ses droits, celui qu'on surnomme Black Mamba a déjà ajouté une nouvelle ligne à son prestigieux palmarès. Celle d'être le seul joueur dans toute l'histoire de la Ligue américaine à revêtir pour la 20e année de suite la même tunique. Celle de son club de cœur, les Lakers de Los Angeles. Un rêve devenu réalité hier soir pour le quintuple champion NBA et le premier match de la saison de son équipe. C'est probablement le record le plus spécial pour moi. J'ai toujours rêvé d'être avec une seule franchise et je rêvais d'être dans celle-ci étant petit. Je porte ce maillot depuis plus de la moitié de ma vie. C'est fou. Je suis extrêmement chanceux et béni d'avoir été sélectionné par une organisation d'une telle classe. Avec tous les changements qu'il y a eu dans l'équipe, je me sens béni d'avoir été là pendant 20 ans. Malgré sa blessure au mollet, Kobe Bryant avait promis d'être en tenue face aux Wolves de Minnesota pour la soirée d'ouverture de saison des Lakers au Staples Center. Un match d'ouverture perdu seulement d'un petit point, 111 à 112, dans lequel le numéro 24 a effectué des retrouvailles encourageantes. Avec 24 points et 4 rebonds à son actif et après 3 dernières saisons gâchées par les blessures. Cette saison 2015-2016 pourrait être la dernière de celui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de basket de l'histoire. C'est horrible pour un fan des Lakers, le voir jouer, voir son jeu de jambes, regarder son jeu. Je suis triste de le voir partir. Je ne veux pas le voir partir. Je refuse même de dire que c'est sa dernière année. Je n'y pense pas. On va juste profiter de cette saison et après on le laissera partir. En attendant de tirer éventuellement sa révérence à ce sport à la fin de cette saison, Kobe Bryant est toujours le joueur NBA le mieux payé avec un contrat à hauteur de 25 millions de dollars. Voilà, on va se retrouver dans une dizaine de minutes pour la suite du Grand Direct. On parlera notamment d'une phrase du pape prononcée à Rome devant le Congrès juif mondial sur l'antisémitisme et puis également de l'impact des réseaux sociaux face aux images des attentats qui sont commis actuellement en Israël. Journal, tout de suite, à venir, journal complet. À tout à l'heure. Machin truc et tu me le mets pas, si?
Ah ben non, mais ça ne l'a pas imprimé. La capitale autrichienne de nouveau en ébullition. Vienne accueille la première phase des discussions sur la Syrie. L'Américain John Kerry est sur place et il vient de rencontrer son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, l'Iran qui est pour la première fois représenté à une réunion internationale sur le conflit syrien. Exit la politique de l'enfant unique en Chine. La population est désormais autorisée à avoir 2 enfants. Annonce faite par le Parti communiste qui met ainsi fin à 35 ans d'une politique souvent décriée pour ses abus. Le blogueur saoudien Raif Badawi, lauréat du prix Sakharov pour la liberté d'expression. En lui décernant cette distinction, le Parlement européen a par ailleurs appelé à sa libération alors qu'il purge une peine de 10 ans de prison et 1000 coups de fouet pour insulte à l'islam. Nous, journalistes sur i24 News, merci de nous rejoindre. Pas de répit dans les violences en Cisjordanie. Des soldats israéliens ont été visés par des tirs près de l'implantation d'Ofra, non loin d'Hébron. Information que l'on apprend à l'instant. Hébron, où une attaque au couteau a de nouveau été déjouée un peu plus tôt dans la matinée. Un soldat avait été légèrement blessé dans une autre attentat à l'arme blanche. Ce type d'agression contre des soldats israéliens se sont succédés ces derniers jours dans cette ville, aux environs du tombeau des patriarches, site révéré par les musulmans et les juifs, est source de tensions. Les pourparlers internationaux pour tenter de trouver une solution politique au conflit en Syrie ont commencé ce jeudi à Vienne. Le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a appelé quant à lui les participants aux discussions à se montrer flexibles, se félicitant du haut niveau des parties prenantes, notamment la présence du ministre iranien des Affaires étrangères. Je vous propose d'écouter les 2 hommes. Tout plan de paix devra prévoir une série d'étapes pour mettre un terme à la violence, unifier la lutte contre le terrorisme, créer un gouvernement national unifié et amener à une solution qui permette le dialogue au sein du peuple syrien ainsi que des différents groupes d'opposition. J'espère sincèrement qu'ils vont aborder ce dossier dans un esprit de flexibilité. Quelle que soit leur divergence dans leur vision ou leur approche politique, ils doivent être unis. Et pendant ce temps, sur le terrain, les raids meurtriers du régime syrien continuent de s'abattre sur la ville de Douma, fief des rebelles. Au moins 8 civils ont été tués ce jeudi, alors que les attaques ont visé un marché et un hôpital. Après un été long et sec, des pluies torrentielles ont frappé l'Irak, notamment sa capitale Bagdad, entraînant d'importantes inondations et des scènes de chaos, ainsi que des dégâts considérables dans les camps de déplacés. Et puis après plusieurs reports, l'Union africaine a finalement publié ce mardi son rapport concernant le Soudan du Sud. Un document sévère qui dénonce des actes d'une extrême cruauté contre les populations civiles, cannibalisme forcé, viol et autres actes inhumains. Les belligérants de la guerre civile devront désormais rendre des comptes devant une cour de justice indépendante africaine. Écoutez ce chercheur à l'Institut pour la paix et la sécurité de l'Université d'Addis Abeba. Je suis choqué par les conclusions de ce rapport. Pas parce que je n'étais pas au courant du degré de brutalité de la guerre civile au Soudan du Sud, mais par les détails très choquants des atrocités qui ont été commises par les partis en guerre. Le signalement de cannibalisme comme une des méthodes utilisées par les groupes armés pour tuer, pour violer et déshumaniser les civils. Et c'est au-delà de l'imaginable pour la plupart des gens. Donc c'était très choquant, même pour les gens qui avaient suivi le cas du Soudan du Sud de très près. C'est officiel, la Chine met désormais fin à sa politique controversée de l'enfant unique et autorise les couples à avoir 2 enfants, un tournant historique réclamé depuis longtemps par les démographes et les économistes afin de faire face au vieillissement de sa population et aux besoins de sa croissance. Léa Berdugo.
Cette décision était réclamée par de nombreux démographes et économistes. Elle a finalement été adoptée pour répondre au vieillissement de la population. Il s'agit de la fin de la politique de l'enfant unique. Il y a 2 ans, un assouplissement avait déjà été permis par Pékin. Certains Chinois pouvaient avoir 2 enfants si l'un des parents était enfant unique. Cette règle est désormais généralisée pour l'ensemble de la population et elle fait des heureux. Je pense que c'est un changement vraiment positif parce que ce que les gens pensent de la Chine, c'est ça, la politique de l'enfant unique. Et tout le monde pense qu'il n'y a pas de liberté, que les gens n'ont pas les droits qu'ils méritent. Donc c'est une bonne chose. Un enfant unique n'aura personne pour jouer avec lui. Il se sent seul à la maison toute la journée et ne peut rien partager avec personne. La politique de l'enfant unique avait été adoptée à la fin des années 70 pour ralentir une démographie en croissance perpétuelle, mais elle a eu pour effet d'accélérer le vieillissement de la population. Autre conséquence, un déséquilibre des sexes. Beaucoup de familles préférant garder des garçons. On compte 116 garçons pour 100 filles. Résultat, de nombreux Chinois sont dans l'impossibilité de trouver une femme. À Pékin, certains accueillent la nouvelle avec indifférence. Il y a des bons et des mauvais côtés à cette mesure. Pour ceux d'entre nous qui n'aiment pas trop les enfants, ce n'est pas une super nouvelle. C'est trop cher d'élever des enfants en Chine. Je ne gagne pas assez d'argent. De leur côté, les associations des droits de l'homme rappellent que malgré cette abolition, d'autres politiques demeurent, comme les stérilisations et les avortements forcés. Aux États-Unis, l'irrésistible ascension du député républicain Paul Ryan, ancien candidat à la vice-présidence aux côtés de Mitt Romney. Il prend officiellement la tête de la Chambre des représentants. Il s'agit de la 3e fonction la plus importante à Washington. Les détails avec David Kledeski. L'une des étoiles montantes de la politique américaine s'apprête à investir sa nouvelle fonction. Le républicain Paul Ryan a été élu à la tête de la Chambre des représentants. À 45 ans, il devient techniquement la 3e personnalité la plus importante des États-Unis. En cas d'empêchement du président Obama et de son vice-président, c'est lui qui prendrait possession du bureau ovale. Avec son prédécesseur au Parlement, il partageait certaines idées, mais pas les méthodes, jugées trop conciliantes. Lors de la passation de pouvoir, Paul Ryan a réservé au président sortant une petite phrase d'introduction, compliment très bref, avant de marquer sa différence. John Boehner a servi avec distinction et humilité et nous lui devons des remerciements. Mais demain, nous tournons la page. On ne va pas avoir une chambre qui ressemblait à ce qu'elle était ces dernières années. Nous allons aller de l'avant. Nous allons nous unir. Notre parti a perdu sa vision et nous allons remplacer cela par une vision. Entre toutes ces missions, Paul Ryan s'était fixé pour objectif de regagner la confiance du Tea Party. Élu du Wisconsin, catholique et d'origine irlandaise, il s'est forgé une réputation d'homme incontournable sur les questions de budget dont il maîtrise les détails. Cette année, c'est le traité transatlantique qui a notamment occupé les esprits. Dans un paradoxe remarqué, Paul Ryan et les Républicains avaient soutenu la politique de libre-échange prônée par Obama contre l'avis des démocrates. De son côté, le président sortant de la Chambre du Congrès n'a pas manqué de prodiguer adages et conseils à son fougueux rival du Tea Party, qu'il méprisait en privé. La liberté rend toutes les choses possibles, mais la patience est ce qui rend les choses réelles, a déclaré John Boehner. Je vous le disais en titre, le Parlement européen a décerné le prestigieux prix Sakharov pour la liberté d'expression au blogueur saoudien Raif Badawi. Strasbourg a notamment appelé à sa libération immédiate. Je rappelle que l'homme est emprisonné et condamné à la flagellation dans son pays pour insulte envers l'islam. Julia Ganancia. Pour avoir usé d'une liberté de ton mêlant satire et parfois irrévérence dans la critique des autorités religieuses de son pays, ce blogueur saoudien a été condamné en mai 2014 à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet pour cybercriminalité et insulte envers l'islam. Peu après avoir annoncé le nom du lauréat 2015, le président du Parlement européen appelle le roi d'Arabie Saoudite à libérer le cybermilitant. Dans le cas de M. Badawi, les droits fondamentaux de l'homme ne sont pas respectés. Ils ont été bafoués. Alors je voudrais en appeler au roi Salman d'Arabie Saoudite aujourd'hui pour qu'il empêche sa sentence d'être exécutée, que M. Badawi soit relâché et qu'on lui permette de retrouver sa femme et de voyager ici en décembre pour qu'il puisse recevoir son prix. Pour l'instant, l'Arabie Saoudite est restée sourde aux pressions internationales pour le libérer.
Les cybermilitants sont l'objet d'une sévère répression. Toute critique contre la famille royale, les institutions religieuses et l'islam est passible de poursuites. Le 9 janvier 2015, 50 coups de fouet ont été administrés à Raif Badawi devant des centaines de spectateurs. À l'époque, la cause du jeune homme a suscité une vague d'émotions et une mobilisation internationale. Selon son épouse, le blogueur pourrait subir une nouvelle séance de sévices corporels prochainement. Et c'est la fin de ce journal. Prochaine édition dans 20 minutes. D'ici là, vous retrouvez Jean-Charles Banoun pour la suite du Grand Direct. Restez avec nous. Oui, Ken, אני שומע, כל טוב. Vous m'entendez bien aussi, tout va bien? Ok. Suite du Grand Direct, on vous parlait ici même hier soir des 50 ans du fameux texte du Vatican Nostra Aetate consacré à clarifier les relations entre la chrétienté et le judaïsme. On va parler de cela également ce soir avec vous, Nadia Ellis, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Vous êtes chercheuse à l'Université de Tel Aviv, spécialiste dans l'analyse du discours. Et justement, le pape à Rome hier a prononcé un discours devant des membres du Congrès juif mondial où il a prononcé cette phrase « Attaquer les juifs ou Israël relève de l'antisémitisme ». Voilà, alors on va remettre cette phrase en contexte. En fait, il répondait à une question du président du Congrès mondial juif, qui lui demandait « Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui disent ne pas être antisémites, mais seulement anti-israéliens ?» Sur quoi le pape répond « Attaquer les juifs, c'est de l'antisémitisme. Attaquer Israël, c'est de l'antisémitisme également. Les gouvernements peuvent être en désaccord, mais Israël a le droit à exister en paix et sécurité. » Donc en fait, il répond à la question en spécifiant que pour lui, l'antisémitisme en question, donc attaquer Israël, consiste dans de l'antisémitisme parce que cela signifierait nier le droit à l'existence d'Israël. Donc en fait, il y a une jolie confusion lexicale en fait, entre la question et la réponse du pape. Le pape parle d'antisionisme, non pas d'anti-israélisme, comme on peut le définir. C'est-à-dire la question qu'on lui a posée est par rapport à ces personnes, à ces organisations qui, en gros, ne nient pas forcément le droit à Israël d'exister, mais sont contraires à tout ce qu'Israël fait, à toute politique qu'Israël met en place. Et normalement, les organisations pro-israéliennes, comme justement le Congrès juif mondial, ont tendance à voir dans ce genre d'organisation et dans ce genre de politique anti-israélienne une forme d'antisémitisme parce qu'ils s'adressent à Israël comme si, avec une haine en fait, un racisme irrationnel contre les Juifs et donc contre Israël. Le pape en revanche, il parle d'antisionisme, c'est-à-dire il parle de ces gens qui
ne sont pas d'accord avec l'existence même de l'État d'Israël dès le départ. Donc ils sont contraires au mouvement sioniste, donc à ce mouvement qui voulait la création d'un État national juif en terre d'Israël. Et l'antisémitisme dont le pape parle est donc une forme d'antisionisme qui pour lui relève de la discrimination du droit à l'autodétermination du peuple juif. En revanche, la question parlait de l'antisémitisme en tant que racisme vis-à-vis des juifs qui n'ont pas le droit de se défendre, qui n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font pratiquement jamais. Et donc en fait, la presse a relaté cette question et cette réponse comme un moment de grande entente en fait, entre les Juifs et le Vatican, alors que si les deux côtés s'étaient peut-être parlé et mis d'accord sur la terminologie avant en fait, cette conférence de presse, peut-être qu'ils n'auraient pas été si d'accord que ça, parce que souvent le Vatican critique Israël dans ses actions vis-à-vis des Palestiniens, notamment pendant les guerres et les opérations militaires. Et c'est justement par rapport à ce genre de critique que la question se posait. Et la réponse, en fait, elle va dans toute une autre direction. Donc c'est assez joli de voir combien la confusion a créé un moment d'entente qui n'est en fait pas basé sur une vraie entente lexicale. Voilà, donc on n'est pas plus avancé finalement sur la position du pape ce soir avec Israël. Merci Nadia Elise, donc chercheuse à l'université de Tel Aviv. On parle d'Israël justement et de cette vague d'attentats qui sévit depuis maintenant un mois. À l'heure des téléphones portables et des réseaux sociaux, eh bien, quel impact ont ces images d'attentats commis en Israël sur des enfants qui les voient quasiment instantanément arriver sur leur portable? Joseph Emmanuel. Combien d'entre vous ont vu sur leur téléphone des photos ou des vidéos d'attentats ou de terroristes? Combien ont regardé ces images? Qu'as-tu vu dans la vidéo? Je l'ai vu aux informations et aussi sur mon téléphone. En fait, un terroriste a essayé de poignarder une enfant. Ça s'est passé il y a quelques jours et un homme l'a secouru. J'ai pensé transférer cette vidéo, mais vu la situation, il y a des enfants qui ont peur après, juste de marcher pour rentrer à la maison. Sur quel groupe tu vois ça? La classe numéro 4. On voit quoi sur la vidéo? Un homme est à genoux et on essaye de le coucher à terre. Et c'est peut-être exactement ça le problème. Les jeunes enfants voient des images d'une grande violence, sans explication, sans contexte. Le commentaire, ils le font eux-mêmes. Ils n'ont pas la capacité à faire face à ces informations qui les inondent. Voilà un message qu'on nous envoie sur le groupe du cours de danse. Aujourd'hui, il y aura sûrement plusieurs attentats, une série d'attaques terribles. Les terroristes ont dit qu'ils allaient détruire Jérusalem. Envoie ce message au plus grand nombre possible pour qu'ils soient attentifs et prudents. La dernière fois qu'ils ont envoyé un message comme ça et qu'un enfant l'a ignoré, des terroristes sont entrés chez lui et l'ont tué avec sa famille à l'aide de pierres. Envoyez ce message à 5 personnes, 4 groupes et aux membres de votre famille et vous serez sauvés. Celui qui n'enverra pas ce message aura un sort pire que celui de cet enfant. Merci, commandement civil. Tu as envoyé ce message? Non, jamais de la vie, on me l'a effacé. Qui? Maman et papa, et moi aussi. On l'a effacé. Ces appareils ont beaucoup de possibilités. Subitement, ils peuvent se transformer en armes. Et dans cette période d'escalade, on voit ça parfaitement. Comment en un soir, tout peut basculer. Elle me dit « J'ai découvert toutes ces vidéos, maman. Et donc, il faut expliquer que c'est une lettre qui est fausse. Et qu'aucun terroriste ne va venir dans la nuit pour tuer à l'intérieur de la maison. » Comment garder le contrôle sur ces informations que les enfants consomment? C'est l'un des grands problèmes que les Israéliens auront à traiter dans les années à venir. Mais ce problème se complique et se renforce même chez les adultes. Les parents de cette école dans la banlieue de Tel Aviv essayent de faire preuve de responsabilité. Ils travaillent avec des enseignants de l'école pour définir des règles d'utilisation des smartphones. Aujourd'hui, on trouve ces appareils partout, à la maison, à l'école. Impossible de l'interdire. Il y a aussi des choses fabuleuses à faire avec cet outil. Mais il faut donner aux enfants les outils nécessaires pour utiliser ces smartphones comme il faut. Savoir appréhender une information comme il faut. À partir de l'instant où tu donnes à un enfant un smartphone, le parent doit être conscient que l'enfant reçoit toutes les informations, tout ce qui est interdit, toutes les images, le porno, la violence, il reçoit tout. Tu lui as donné cela. Tu es coupable, c'est toi le responsable.
Attaque avec beaucoup de blessés. Oui, à Jérusalem. Ne le publie pas encore, on attend de voir. Ce site internet répertorie toutes les attaques terroristes commises contre des juifs. On s'efforce de publier de façon à faire ressentir au maximum à celui qui lit la tension de l'événement. Un bus renversé, 10 blessés sur place. Mets à jour s'il te plaît le dernier des comptes. Viens, on fait un compte-rendu. J'ai quelqu'un sur place. Leur travail est de mettre à jour le plus rapidement possible du contenu et des images, et quelle n'a pas été notre surprise de constater que même sur le mot responsabilité, ils ont leur propre définition. Je pense que mes enfants, quand ils verront ces images difficiles, ils sauront différencier le bon du mauvais. Et plus que ça les ébranlera au point de leur faire comprendre. Il y a le bien, il y a le mal, et moi je pense qu'ils verront ça. Et ils n'auront pas besoin d'aller sur un site palestinien où tu vois des photos de mères, les mains levées vers le ciel, ensanglantées. Et donc je pense que les images qui viennent de notre bord et qui montrent que nous aussi on souffre sont de bonnes images. Il y a une vidéo d'un terroriste de 16 ans. Il est filmé à côté d'un enfant. Un enfant a filmé un terroriste qui baigne dans son sang. Et ça n'est pas très violent pour toi? Quoi, le film? Évidemment que si. Et je vais te dire, si j'avais été présent, j'aurais enseigné à l'enfant comment mieux filmer. Tu sais que son téléphone est plein de ces vidéos? Évidemment, le jour de l'attentat, il est arrivé à la maison. C'est la première chose qu'il nous a montré. Ils ont reçu tout ça avant nous. La famille Knobler vit à Ra'anana, une ville dans laquelle 2 attentats ont eu lieu dans la même journée. Orly a découvert les images par le téléphone de son fils, Snir, l'aîné de la famille. Tu as quoi d'autre dans ton téléphone? Des vidéos de tout le pays, comme l'attentat de Jérusalem, des voitures béliers, attentats au couteau. La plupart des jeunes de mon âge ont dans leur téléphone des vidéos très violentes. À l'école, des jeunes de tous les âges viennent nous voir. Ils nous disent qu'il y a eu un attentat. Ils savent qu'on est curieux de ces choses. Alors beaucoup d'entre nous regardent. Ça te fait quoi quand tu vois ces vidéos? Tu vois des gens très mal en point et j'envoie la vidéo sans penser vraiment aux conséquences. Je m'associe à la chaîne. Avez-vous déjà essayé de définir la limite pour ne pas qu'ils aient accès à toutes ces vidéos et photos violentes? On a déjà essayé de se rencontrer avec les autres parents de l'école. On voulait que les enfants laissent leur téléphone à l'entrée de l'école, mais beaucoup de parents se sont plaints. Ils veulent que leur enfant reste joignable, savoir ce qu'il fait. Alors que sont supposés faire les parents? Jusqu'à 7 ans, l'enfant n'est pas vraiment exposé à un téléphone. Tout se passe bien au cours préparatoire, on commence à beaucoup se parler, mais tout reste sous contrôle. L'enfant n'a pas de smartphone. Si tu es inquiet, alors donne à l'enfant un téléphone simple, juste pour appeler et envoyer des SMS. Je dors avec mon frère dans la rue et je le regarde tout le temps pour le surveiller. Toute la nuit, je fais ça. De quoi as-tu peur? Qu'un terroriste entre dans la maison ou vienne dans le quartier, ça peut arriver. Avez-vous l'impression que vos enfants ont changé? Oui. Tout d'abord, la réalité a changé. Ils ne vont plus seuls à l'école. On est obligé de les accompagner. C'est un grand changement. Ça leur montre un climat de peur. Ils ne dorment plus comme avant. On sent bien qu'il faut leur redonner confiance en eux, car ils ont vraiment perdu confiance. À un niveau tel que ce sera compliqué de leur redonner confiance. C'est même difficile de les laisser avec une babysitter. Quand tu n'es pas avec eux dehors, c'est finalement ça l'endroit le plus dangereux. Et ça, on veut éviter. On veut être le plus souvent avec eux, car s'il se passe quelque chose, il faut réagir très vite. Alors que la technologie prend de plus en plus le dessus sur la réalité, les parents continuent d'avancer avec prudence pour protéger l'enfance de leurs enfants. Voilà, Joseph Emmanuel, donc pour ce sujet où on voit énormément de réactions. Bonsoir, Joël Lévy, vous êtes psychologue à Tel Aviv. Alors, première question d'abord, parce qu'on a vu ce que disait l'un de ses parents d'élèves, c'est qu'effectivement, les enfants avaient changé, qu'eux-mêmes avaient changé à cause de cette vague d'attentats. Vous le constatez, il y a eu un vrai traumatisme, quelque chose qui s'est opéré dans l'esprit des gens? Je pense que d'abord, le traumatisme, il est chez les adultes.
et qui du coup le portent auprès de leurs enfants. Maintenant, je pense qu'il faut distinguer les petits des ados et des pré-ados, dans la mesure où l'enfant de moins de 10-12 ans ne va pas aller de lui-même chercher l'information. Il va réagir par contre très intuitivement à l'angoisse de ses parents, à l'angoisse ambiante, parce qu'on en a tous parlé, ils entendent, ils sont pas... Enfin voilà, ils entendent les actualités. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec cela? C'est-à-dire que vraiment, il y a quand même une vraie nécessité de parler de tout ça sans majorer l'anxiété et l'angoisse. Et donc, c'est d'abord de l'angoisse du parent dont il est question, qui est légitime. C'est une peur en tant que parent qu'on a, mais qu'il faut vraiment essayer de porter autrement avec les enfants petits, parce que sinon... si on ne peut pas les protéger, en tout cas, s'ils ont cette sensation-là, alors l'angoisse est encore plus forte. Et de fait, même si réellement on sait qu'on ne peut pas les protéger de tout, que c'est pourtant une nécessité, c'est compliqué pour les adultes, c'est compliqué pour les parents, mais du coup, pour un enfant qui est encore moins de 10 ans, c'est très difficile d'accepter ce constat-là. Alors, ce qui doit aggraver quand même ce sentiment d'anxiété, ce sont ces fameuses vidéos qui circulent sur tes téléphones portables et qui arrivent sans aucun filtre. Je trouve ça dramatique. Je trouve ça dramatique pour les préadolescents, pour les adolescents aussi, parce que ça va avoir des impacts même sur le regard qu'ils portent sur la société, sur les Arabes notamment, sur cette guerre. Je crois que ça va faire des... D'abord, ce sont des images extrêmement violentes, extrêmement traumatisantes, anxiogènes, sur lesquelles les ados même ne peuvent pas intervenir autrement que par le voyeurisme, ou alors de développer eux-mêmes de l'agressivité, de la violence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en parler, les voir avec eux? Moi, je crois qu'il faut en parler, autant que faire se peut, regarder avec eux, mais poser des limites. Alors, effectivement, on disait ne pas leur donner de smartphone. C'est pas si évident que ça. Pour le coup, on peut essayer, on peut se fâcher, on peut se mettre en colère. À 13, 14 ans, ne pas avoir un smartphone, bon, c'est très rare quand même chez les ados. Maintenant, c'est vrai que l'information n'est pas du tout filtrée, qu'on n'a pas en tant que parents les vrais outils et les vrais moyens, la vraie connaissance aussi, pour limiter tout ça. Est-ce que c'est possible déjà au niveau technique? Je n'en suis même pas sûre. Donc il faut en parler, éventuellement regarder avec eux, et puis expliquer combien il faut limiter. Ça, il faut l'expliquer à ces adolescents, y compris aux enfants. Limiter ces images violentes, c'est aussi se protéger, être informé des attentats, être informé de la vigilance, c'est une chose. Aller au cœur du sang qui coule avec voilà, ce voyeurisme-là, je ne suis pas sûre qu'on aide. Donc ne pas faire circuler, comme l'a dit cet adolescent, qui par réflexe presque fait circuler. Oui, donc je trouve ça quand même... je trouve que ça a des impacts quand même, ça crée des terreurs nocturnes, ça crée des phobies, et de fait, on a légitimement peur déjà. C'est quand même des situations extrêmement violentes parce qu'elles font référence à des choses très archaïques. Le couteau, c'est quand même un mode d'agression d'un autre temps. Ce sont des agressions tribales. Et donc ça ne peut que renvoyer à des peurs ancestrales et des peurs qu'on ne peut pas forcément élaborer. Donc faire circuler ça, c'est inadmissible. Merci beaucoup Joëlle Lévy. Je rappelle que vous êtes psychologue à Tel Aviv. Merci pour cet éclairage après donc ces images et ces réactions d'adolescents et d'enfants israéliens. Dans un instant, nouveau journal complet présenté par Alice de Comarmont. Bonne soirée.